Cette histoire monstrueuse, qui s'est déroulée en 2005, a choqué toute la Grande-Bretagne par sa cruauté. Une jeune femme, qui s'était bâtie une carrière de mannequin à 18 ans, a été retrouvée à 10 mètres de la porte de son domicile. La police avait consacré d'énormes ressources à la recherche du coupable, et seul un minuscule échantillon d'ADN l'a aidé à résoudre l'affaire. Sally Ann Bowman est née le 11 septembre 1987 à Londres. Elle a grandi dans une famille nombreuse avec 3 sœurs aînées. Ses parents, Linda et Paul, ont divorcé par la suite, mais la jeune fille a continué à entretenir de bonnes relations avec son père. Sally était une fille joyeuse et amicale au grand cœur. En même temps, elle était très responsable. Dès l'adolescence, elle a trouvé un emploi et a commencé à vivre dans un logement loué. La jeune fille ne voulait pas dépendre financièrement de ses parents, mais continuait à voir sa famille régulièrement. Plus tard, Sally s'est inscrite à la prestigieuse London School of Performing Arts and Technology BRI. Cette institution est connue pour ses anciens élèves tels que l'acteur Tom Holland, Adele et Amy Winehouse. Sally rêvait de travailler comme mannequin, et le fait qu'elle ait pu s'inscrire à cette école a été un grand pas vers son objectif. Diplômée en 2004, elle a travaillé quelque temps comme coiffeuse et mannequin, mais en janvier 2005, elle a décroché un emploi dans une agence de mannequins londonienne, Pulse Model Management. Dès les premiers mois, Sally a connu un succès impressionnant dans son nouveau travail. Elle est devenue l'égérie de la célèbre marque de montres Swatch et a participé à des défilés de mode prestigieux. Par conséquent, à l'âge de 18 ans, elle avait déjà réussi à construire une carrière fructueuse. Le samedi 24 septembre 2005, Sally est allée rendre visite à sa mère et a passé la majeure partie de la journée chez elle. Plus tard, sa sœur aînée Nicole l'appelle et l'invite à la fête d'anniversaire de sa meilleure amie. Sally a accepté et a quitté la maison de sa mère vers 18h. À la fin, elle lui a dit qu'elle l'aimait. À 22h, la jeune femme a retrouvé sa sœur et ses amis au Lloyd Bar, un établissement situé dans le centre-ville de Croydon. Les images de surveillance du bar montrent Sally en train de s'amuser. La compagnie faisait la fête, socialisait et dansait. Vers 1h du matin, Sally a quitté le bar avec sa sœur. Elles ont marché jusqu'à sa maison, mais la jeune femme n'y est pas restée longtemps. En chemin, elle a appelé son ex-petite amie, Lewis Sportster, et lui a donné rendez-vous dans le centre-ville de Croydon. Vers 2h30, elle est montée dans un taxi et s'est rendue à l'endroit indiqué. Pendant le rendez-vous, ils se sont disputés. Ils avaient rompu quelques semaines auparavant en raison de griefs communs et tentaient depuis lors, en vain, de résoudre la situation. Lewis a décidé de la raccompagner chez elle sur Blenheim Crescent et ils ont continué à se disputer pendant tout le trajet. Le couple s'est réconcilié jusqu'à environ 4h15 du matin, heure à laquelle Sally est sortie de la voiture et est rentrée chez elle. À peu près au même moment, les voisins ont été réveillés par un bruit inexpliqué qui s'est transformé en cri. Les gens se sont précipités aux fenêtres, mais il n'y avait rien de suspect à l'extérieur. 5 minutes plus tard, ils n'ont vu qu'un inconnu marchant dans la rue. Vers 6h30, l'un des voisins est sorti de chez lui et a remarqué quelque chose d'étrange. Derrière un conteneur de construction situé à proximité, il a vu quelque chose qu'il a d'abord pris pour les jambes d'un mannequin. Mais dès qu'il s'est approché, un spectacle effrayant l'attendait. Il y avait là le corps à moitié nu d'une femme morte. Il s'agit de Sally Bowman. La police est rapidement arrivée sur les lieux et a bouclé la zone. Elle n'a pas pu trouver l'arme du crime, mais les experts ont plus tard trouvé sur le corps de la femme l'ADN d'un inconnu. Ils ont également découvert que Sally avait été poignardée au moins 7 fois avec un objet tranchant et qu'elle avait été maltraitée. L'inconnu avait même laissé plusieurs traces de morsures sur son corps. La famille de Sally est bouleversée par cette nouvelle. Lorsque sa mère a entendu frapper à la porte ce matin, elle pensait que c'était Sally qui rentrait à la maison, mais des policiers se trouvaient sur le pas de la porte et l'ont informée du meurtre de sa fille. Quelques heures plus tard, la mère et la sœur de Sally ont dû se rendre à la morgue pour être identifiées. Elles ont espéré jusqu'au bout qu'il s'agissait d'une grosse erreur et que Sally était bien vivante. Ce n'est qu'en voyant son corps qu'elles ont compris que c'était bien elle. Entre-temps, la police a ouvert une enquête et la première chose qu'elle a faite a été d'analyser un échantillon d'ADN du corps de la femme dans les bases de données, mais cela ne l'a pas aidé à identifier l'auteur du crime. Il n'y avait pas non plus de caméra dans cette zone, ce qui n'a fait que compliquer la tâche. Les enquêteurs ont déterminé que Sally avait été tuée à 3 mètres de la porte de son domicile. Le chemin entre sa voiture et le bâtiment était également très court. Son agresseur a dû l'attaquer presque immédiatement après qu'elle a quitté sa voiture. La police a d'abord soupçonné son ex-petite amie, Lewis. Il est la dernière personne à avoir vu Sally, et son meurtre a eu lieu presque immédiatement après qu'elle soit sortie de la voiture. Les enquêteurs ont également découvert que le couple s'était souvent disputé par le passé.
À plusieurs reprises, ils sont allés jusqu'à appeler la police, mais aucune plainte n'a jamais été déposée. Le même jour, la police l'a retrouvé et l'a arrêté. Interrogé, il a déclaré qu'il ne savait même pas que Sally était morte jusqu'à ce que les détectives eux-mêmes lui en parlent. Il a admis qu'il y avait bien eu une altercation entre eux cette nuit-là, mais a nié toute implication dans le meurtre. Selon sa version, dès que Sally est sortie de la voiture, il est parti. Les enquêteurs n'étaient pas pressés de croire le gars sur parole, car les choses ne semblaient vraiment pas en sa faveur. Il a passé 4 jours en garde à vue pendant que les inspecteurs attendaient les résultats d'un test ADN. Finalement, on a découvert que son ADN ne correspondait pas à l'échantillon et Lewis a été relâché. Parallèlement, les experts ont découvert un autre détail intéressant, l'échantillon d'ADN trouvé sur le corps de Sally est apparu dans une affaire criminelle il y a 4 ans. En 2001, une femme a appelé d'une cabine téléphonique située sur le parking d'une supérette. À un moment donné, un homme est entré dans la cabine, s'est déshabillé et a commis des actes obscènes. Il n'a pas touché la femme et s'est enfui, mais a laissé son ADN sur le sol de la cabine. La victime s'est rendue à la police et un échantillon de l'ADN du pervers a été joint à l'affaire. Cependant, la police n'a jamais pu retrouver l'auteur de l'agression. Tout cela s'est passé non loin de l'endroit où Sally a été tuée, à 2,5 km. La police a compris qu'elle avait affaire à un pervers en série qui sévissait depuis des années. La seule question était de savoir combien de femmes avaient souffert aux mains de ce maniaque, et quand il frapperait à nouveau. Les détectives doivent le trouver avant qu'il ne ruine la vie de quelqu'un d'autre. Il apparaît rapidement que les craintes de la police n'étaient pas vaines. 1 heure avant le meurtre de Sally, une femme avait été agressée dans une rue voisine. Elle rentrait chez elle en parlant au téléphone portable. À un moment donné, un homme s'est approché d'elle, s'est excusé et l'a immédiatement frappée. La femme a crié et laissé tomber son téléphone, mais l'agresseur ne s'attendait manifestement pas à ce qui s'est passé ensuite. Un taxi est apparu sur la route, ce qui l'a effrayé. Il s'est emparé du téléphone de la victime et s'est enfui. Une chose effrayante à noter ici, la personne à l'autre bout du fil, la femme, était toujours en ligne et a tout entendu. Même après que l'agresseur a pris le téléphone et a disparu de la vue de la victime, ses appels à l'aide ne se sont pas calmés. Cela signifie qu'il se cachait tout près. Il espérait peut-être que le chauffeur de taxi passerait par là et que la victime serait à nouveau à sa disposition. Heureusement, le chauffeur a entendu les cris et s'est arrêté. Il a fait monter la femme dans la voiture et l'a emmenée à l'hôpital. Là, elle a appelé la police et lui a raconté ce qui s'était passé. D'après sa description, l'agresseur était un homme blanc, âgé de 25 à 30 ans, mesurant environ 180 cm, avec des cheveux courts et foncés. Sur la base de ces données, la police a établi un portrait robot, qui a été publié dans les médias. Hélas, un grand nombre d'hommes correspondaient à une description aussi vague, de sorte que les inspecteurs ont reçu des centaines d'appels de la part des habitants de la région. Tous disaient que le portrait robot ressemblait à quelqu'un qu'ils connaissaient ou qu'ils avaient vu un homme similaire quelque part. Chaque appel a été vérifié par la police, mais sans résultat. Lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils ne parviendraient pas à retrouver le maniaque à partir du portrait robot, les enquêteurs ont décidé d'emprunter une autre voie. La seule piste dont ils disposaient était un échantillon d'ADN trouvé sur le corps de la victime. En outre, les enquêteurs étaient convaincus que l'auteur du crime vivait dans la région. En effet, il avait également agressé une femme dans une cabine téléphonique située dans une rue voisine. Il a donc été décidé de procéder à un contrôle ADN dans tout le quartier. Les policiers devaient se rendre dans chaque appartement et chaque maison, poser des questions et demander aux habitants de fournir volontairement des échantillons d'ADN. Bien entendu, les inspecteurs ne s'attendaient pas à ce que l'auteur du crime leur donne son ADN, mais il suffisait d'obtenir un échantillon de ses proches pour se rapprocher de l'arrestation du coupable. Par exemple, l'homme peut avoir vécu avec des parents qui ne sont pas au courant des atrocités qu'il a commises et qui seraient prêts à fournir son ADN à la police. Au cours des 6 mois suivants, les policiers se sont rendus à plus de 6000 adresses et de nombreux habitants de la région ont fourni leurs échantillons d'ADN, mais l'opération n'a abouti à rien. Malgré les efforts des forces de l'ordre, les experts du laboratoire n'ont trouvé aucune correspondance avec l'échantillon de l'auteur du crime. Pendant tout ce temps, les habitants de Croydon ont eu peur et les rondes de police n'ont fait qu'accroître leur anxiété. Ils savaient tous qu'un maniaque sévissait dans leur rue. Les femmes ont peur de se promener la nuit. Les parents ne laissaient pas sortir leurs enfants. En conséquence, la police a dû revenir au portrait robot, puisqu'elle n'avait rien d'autre à faire. Ils ont contacté la femme qui avait été attaquée par le maniaque le jour du meurtre de Sally, ainsi que la victime de la cabine téléphonique. Ils leur ont demandé de décrire à nouveau l'apparence de l'auteur du crime et, sur la base de ces témoignages, les inspecteurs ont élaboré une version modifiée du portrait robot.
La police l'a montré lors d'une conférence de presse et, pour la première fois, a révélé certains détails des crimes commis, qui avaient jusqu'alors été gardés secrets. Elle espère ainsi que les habitants de Croydon se rendront compte que des fous dangereux se promènent librement dans leurs rues et qu'ils feront preuve d'une plus grande prudence. Hélas, tout cela n'a donné aucun résultat. L'esquisse mise à jour n'était pas très différente de la précédente et était trop générale. Des milliers d'hommes vivant dans la région y correspondaient, mais personne ne s'attendait à ce qui s'est produit par la suite. Une percée totalement aléatoire dans l'affaire. Un homme était assis dans un bar et regardait du football. Après avoir bu beaucoup d'alcool, il a commencé à se disputer avec l'un des clients, et leur conflit s'est rapidement transformé en bagarre dans la rue. Malheureusement pour lui, un policier passait par là alors qu'il poussait son adversaire au sol. Il a appréhendé l'agresseur et l'a emmené au poste de police. C'est là qu'une chose étrange s'est produite. L'instigateur du conflit, Mark Dixie, 35 ans, a été pris d'une véritable panique et a failli pleurer. Il s'agissait d'un comportement très illogique, puisqu'il avait été arrêté pour un délit mineur. Il est fort probable que son adversaire n'aurait porté aucune accusation et que l'homme aurait pu rentrer chez lui. La police l'a trouvé très suspect, mais elle a rapidement dû le libérer sous caution. Avant cela, ils ont appliqué la procédure habituelle pour tous les détenus, en prenant ses empreintes digitales et en prélevant un échantillon d'ADN. 12 jours plus tard, les inspecteurs reçoivent un appel du laboratoire. Les experts ont fait une annonce inattendue. L'ADN de Mark Dixie correspond parfaitement à l'échantillon trouvé sur le corps de Sally. Les enquêteurs se rendent compte qu'ils ont entre les mains un dangereux maniaque, mais ils le laissent partir. De toute façon, la loi ne leur permettait pas de le garder plus longtemps et la police devait à nouveau arrêter l'auteur du crime. Malheureusement pour eux, Dixie s'est enfui à Amsterdam dès qu'il a été libéré. Les autorités britanniques ont lancé un mandat de recherche à son encontre, mais l'homme a réussi à s'échapper. Cette situation a duré 3 mois, jusqu'à ce qu'un événement étrange se produise. Le criminel se dispute avec le propriétaire de l'appartement qu'il loue à Amsterdam et retourne en Angleterre. De plus, il a retrouvé un emploi sur son ancien lieu de travail, ce qui a grandement facilité le travail de la police. Le 28 juin 2006, près d'un an après le meurtre, il a finalement été arrêté et accusé cette fois de toute une série de crimes graves. Après avoir examiné ses antécédents, la police a découvert que Mark avait un passé criminel très riche. Il a commis son premier crime en 1986, à l'âge de 16 ans. Il a attaqué une femme avec un couteau, l'a volée et a commis des actes dépravés. En raison de son âge, il n'a été condamné qu'à 6 mois de prison. Chaque année, Mark a été de nouveau jugé pour vol et attouchement, et en 1990, il a été arrêté pour avoir agressé un officier de police. Malheureusement, à chaque fois, le système judiciaire lui a été favorable. L'homme a écopé de peu de temps et a continué à commettre des crimes. En 1993, il s'est installé en Australie, où il a repris ses activités là où il les avait laissées. 5 ans plus tard, il s'introduit dans le domicile d'une jeune femme, la vole et abuse d'elle. Il est ensuite arrêté pour exhibitionnisme dans un parc et expulsé du pays en 1999. Malheureusement, à cette époque, la police ne prélevait pas encore d'échantillons d'ADN sur les criminels, de sorte que l'ADN de Dixie, prélevé sur le corps de la femme assassinée, ne correspondait à aucune des bases de données existantes. La police avait beaucoup de travail à faire avant de porter l'affaire devant les tribunaux. Ils ont découvert que la nuit où Sally a été tuée, Dixie fêtait son anniversaire dans un bar avec des amis sur Brighton Road, à quelques centaines de mètres de son domicile. Il s'est disputé avec sa petite amie au téléphone et a passé le reste de la soirée à consommer de l'alcool et des substances illicites. Il s'est replié sur lui-même et n'a eu que peu de contact avec qui que ce soit. Après la fermeture du bar, Mark et ses 2 amis se sont rendus dans une maison voisine. En attendant qu'elle s'endorme, l'homme a pris un couteau et est sorti. Selon l'enquête, c'est lui qui a attaqué la femme, qui a été sauvée de la mort par un chauffeur de taxi. Craignant qu'elle n'appelle la police, Mark est parti dans une autre rue. Malheureusement, c'est à ce moment-là que Sally Bowman est sortie de la voiture et s'est dirigée vers sa porte. Il l'a attaquée, a abusé d'elle et s'est enfui. Apparemment, c'est lui qui marchait dans la rue que les voisins ont vu de leur fenêtre cette nuit-là. Après avoir tué Sally, il est rentré dans son appartement et s'est couché tranquillement. Le procès de Mark Dixie s'est ouvert le 5 février 2008. Il a refusé d'admettre sa culpabilité, préférant inventer une histoire vraiment ridicule. Selon sa version, il marchait dans la rue et a vu Sally allongée sur le sol. Il a profité de la situation, a abusé d'elle et est parti, et quelqu'un d'autre a tué la femme. Dixie a affirmé qu'il n'aurait pas su que la femme était morte. Au cours du procès, on a également retrouvé une femme originaire d'Australie que Dixie avait agressée en 1998.
Il a abusé d'elle, la poignardant à 7 reprises, mais ne l'a jamais punie. Le jury a déclaré à l'unanimité Dixie coupable du meurtre de Sally, malgré ses antécédents ridicules. En conséquence, le tribunal l'a condamné à la prison à vie, avec une peine minimale de 34 ans. Par la suite, il a été transféré à plusieurs reprises d'une prison à l'autre, car à chaque fois, ses compagnons de cellule le malmenaient et essayaient de le tuer. Pendant tout ce temps, Mark a continué à nier son implication dans le meurtre et ce n'est qu'en 2015, 10 ans plus tard, qu'il a avoué. Cela n'a pas aggravé sa situation, mais la police a pu prouver son implication dans d'autres crimes. En 2017, il s'est avéré qu'un citoyen néerlandais innocent avait purgé 12 ans de prison pour une agression contre 3 femmes en Espagne, qui avait en fait été commise par Mark Dixie. En outre, l'auteur a également avoué volontairement une autre agression, qu'il avait commise à l'âge de 16 ans. Dixie a attaqué une femme dans un parking, a abusé d'elle, a volé ses cartes de crédit et a mis le feu à sa voiture. Le soir même, il a découvert le numéro de téléphone de son domicile, l'a appelé et a commencé à se moquer de la victime. La femme est ensuite partie vivre à la campagne car elle n'arrivait pas à surmonter son traumatisme. La même année, Dixie a été reconnu coupable d'avoir agressé 2 femmes à Croydon, ce qui lui a valu une nouvelle condamnation à perpétuité. L'année 2017 a été marquée par un autre événement désagréable, la famille de Sally a dû exhumer sa dépouille car des vandales inconnus continuaient à profaner sa tombe. La famille a décidé de l'incinérer et de laisser ses cendres à la maison. Après toutes ces épreuves, la mère de Sally est une fervente partisane de la création d'une base de données ADN nationale. Selon elle, si le gouvernement recueillait des échantillons d'ADN de tous les résidents britanniques, de tels crimes seraient résolus en 24 heures au lieu de 9 mois. En outre, cette femme était certaine que si l'auteur du crime n'avait pas laissé son ADN sur les lieux, l'ex-petite amie de Sally aurait été emprisonnée à vie pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. Le détective chargé de l'enquête sur le meurtre de Sally était favorable à l'idée d'une base de données ADN, mais le gouvernement l'a rejetée. Selon lui, la collecte forcée d'ADN constituerait une violation des droits de l'homme fondamentaux. Cette question est très controversée. D'une part, une telle base de données permettrait de résoudre de tels crimes en quelques heures. En outre, certains criminels n'oseraient pas commettre d'atrocités, sachant qu'ils pourraient être identifiés très rapidement. D'autre part, tous les criminels ne laissent pas leur ADN derrière eux. Par ailleurs, la fuite ou l'utilisation abusive d'informations provenant d'une telle base de données pourrait réellement nuire aux personnes respectueuses de la loi. Pensez-vous que ces bases de données sont nécessaires ? Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de noter le clip si vous l'avez aimé. Prenez soin de vous et merci d'avoir regardé.